Disparition, meurtre, enquête, mystère, vérité, justice, secret, témoignage, indice, dossier, crime non résolu, affaire classée. Vous écoutez Cursed. Le 20 septembre 1988, à Belen, une petite ville tranquille du Nouveau-Mexique, une jeune femme de 19 ans enfourche son vélo rose pour sa balade quotidienne. Elle s'appelle Tara Calico. Elle promet à sa mère qu'elle sera de retour pour midi, mais elle ne rentrera jamais. Ce jour-là, Tara disparaît sans laisser de traces. Pendant des années, l'affaire reste un mystère, jusqu'à ce qu'une photo Polaroid inquiétante est retrouvée sur un parking en Floride. Cette photo relance l'enquête et alimente les théories les plus troublantes. Qui est vraiment derrière cette disparition? Que révèle cette photo? Et pourquoi, encore aujourd'hui, le mystère de Tara Calico continue-t-il de hanter les enquêteurs et les amateurs de true crime? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed, consacré à l'un des cas les plus énigmatiques et obsédants des années 80, la disparition de Tara Calico. Alors l'histoire sur laquelle j'ai travaillé sur cette dernière semaine, c'est celle d'une fille qui s'appelle Tara Calico. D'habitude, quand je fais des recherches, je dois vraiment creuser à fond pour savoir si ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Mais là, dès que j'ai tapé son nom sur Google, j'ai tout de suite senti que c'était un truc à part. Le 20 septembre 1988, à Belen, au Nouveau-Mexique, Tara Calico s'est réveillée tôt ce matin-là pour faire son tour de vélo quotidien de 57 km. J'ai bien dit 57 km. Pas question que ça soit pour moi. Tu me verras jamais faire ça. Mais pour Tara, c'était presque un rituel quotidien. Elle pédalait à 28 km de chez elle, puis revenait par le même trajet tous les jours, le long de la route 47. Peu importe à quel point elle était prise par l'école, le boulot ou la vie, elle trouvait toujours le temps pour son vélo. Mais c'est justement cette routine quotidienne qu'elle est provoquée. Elle disparaît vers 9h30 du matin. Tara est allée chercher son vélo, mais elle s'est souvenue qu'il avait un pneu crevé. Alors elle a pris celui de sa mère à la place. C'était un VTT Eufy rose vif, super reconnaissable. En partant, elle a dit au revoir à sa mère. Tara lui a dit qu'elle prenait son vélo et lui a mentionné qu'elle jouerait au tennis avec son copain vers 12h30 cet après-midi-là. Le seul problème, c'est qu'elle ne portait pas de montre et elle ne voulait vraiment pas être en retard à ce rendez-vous. Alors elle a demandé à sa mère de venir la chercher si elle n'était pas rentrée avant midi. Ce qu'il faut retenir, c'est que Tara faisait du vélo tous les jours, toujours sur le même parcours, et ce jour-là, elle voulait être rentrée pour midi. Donc, si elle n'était pas là à ce moment-là, sa mère devait venir la chercher. Sa mère Patty aimait aussi faire du vélo. En fait, elle accompagnait souvent Tara sur ce parcours de 57 km tous les jours. Mais ces dernières semaines, elle restait un peu en retrait. Elle y allait moins. Et c'était pas pour une bonne raison. Plus tôt cet été, Tara et Patty roulaient sur la route 47 quand ils ont remarqué qu'une voiture les suivait de près. C'était une autoroute, donc ils s'attendaient à ce que des voitures les dépassent de temps en temps. Mais cette voiture-là, elle ne les dépassait pas. Elle restait juste là, à avancer lentement derrière eux, à les suivre, à les traquer comme une proie, jusqu'à ce qu'elle les dépasse, enfin, et qu'elle s'éloigne au loin. Mais quelques minutes plus tard, Patty et Tara ont vu la même voiture revenir vers eux, tourner en rond et se remettre juste derrière eux. Cette fois, la voiture les a suivis, pas en mode furtif, mais il conduisait vraiment plus agressif, en se rapprochant un max de Patty et Tara sans les pousser complètement hors de la route. Après quelques minutes de cette intimidation, cette attaque, la voiture a doublé et est partie. C'est à ce moment-là que Patty a arrêté de faire du vélo. Et elle a dit à Tara, « Écoute, tu dois toujours avoir un truc pour te défendre, un couteau, du spray au poivre, n'importe quoi pour repousser un agresseur potentiel. » Et Tara n'a pas voulu l'écouter. Pas du tout en fait. Elle pensait juste que sa mère exagérait. Donc maintenant on sait que Patty aimait faire du vélo,
Elle connaissait le trajet habituel de Tara, mais elle a arrêté de l'accompagner parce qu'elle avait l'impression d'être suivie. On sait aussi que Tara s'en fichait un peu. Rien ne l'empêchait d'aller faire son tour de vélo quotidien. Et ce matin-là, Tara a sauté sur le vélo de sa mère et est partie sur son trajet habituel. Pas de spray au poivre, pas de couteau, juste un Walkman à la taille. Patty l'a regardé par la fenêtre pendant que Tara disparaissait en bas de la rue. Et c'était la toute dernière fois qu'on l'a vue vivante. Du coup, quand j'ai commencé à me pencher sur son affaire, j'ai remarqué que personne n'avait vraiment pris le temps de retracer son trajet à vélo, son parcours de 57 kilomètres. Alors j'ai passé un moment à regarder sur Google Maps le coin où elle se trouvait, pour essayer de comprendre où elle était exactement le jour où elle a disparu. Et je pense que je suis pas mal près, du moins aussi près que possible, sans avoir de preuves béton. Et on espère comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Vers 9h30 du matin, Tara quitte sa maison et prend la route vers l'autoroute 47. 7 témoins différents l'ont vu rouler sur son trajet habituel. Et le dernier témoin l'a vue à 11h45, en train de revenir vers chez elle. À ce moment-là, elle était à environ 1,6 ou 3 km de chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée. Ce dernier témoin a aussi dit avoir vu un pick-up Ford blanc de 1953 la suivre de près sur la route. Elle n'avait pas l'air de se rendre compte qu'on la suivait. Peut-être qu'elle avait ses écouteurs et qu'elle écoutait encore son Walkman, mais quoi qu'il en soit, personne n'a vraiment vu son enlèvement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après ce moment, seulement le dernier témoignage, Tara n'a jamais été revue. Alors les 3 choses qu'on connaît, c'est Tara qui est sortie de chez elle à 9h30, alors on l'a vue pour la dernière fois à 11h45 et elle a été suivie par un pick-up blanc. Chez elle, la mère de Tara, Patty, attend son retour super inquiète. Tara n'est jamais en retard d'habitude. Elle était toujours à l'heure, bien organisée et surtout, elle était indépendante. Mais à l'approche du midi, Patty commençait à avoir un mauvais pressentiment. Elle allait sûrement devoir aller chercher Tara, sauf que vers 12h05, elle a sauté dans sa voiture pour partir à la recherche de sa fille. Elle a roulé le long du chemin où Tara faisait habituellement du vélo, mais après quelques kilomètres, elle a commencé à avoir un mauvais pressentiment. Rappelez-vous, Patty connaissait ce chemin par cœur. Elle l'avait déjà fait avec Tara, donc elle savait à quel point ça prenait du temps à Tara pour rentrer chez elle, surtout en sachant qu'elle n'était pas à 2 kilomètres de la maison quand elle est partie chercher. Ça inquiétait Patty. Elle a fini par conduire tout le long de la route, aller-retour, sans aucune trace de Tara. En arrivant dans l'allée, elle a commencé à repenser à la dernière fois où elle était sortie faire un tour, à cette voiture qui les suivait, qui s'était rapprochée dangereusement près, et à comment elle avait dit à Tara qu'elle devait avoir quelque chose pour se protéger. Elle pouvait s'empêcher de demander « Et si un truc pareil était arrivé aujourd'hui? » Sauf que cette fois, j'étais pas là. Et peut-être que la voiture n'était pas partie tout de suite. Patty a senti que quelque chose clochait. Du coup, elle a pris son téléphone et appelé la police. Parce que sa fille, elle n'était pas perdue. Elle s'était pas enfuie et elle était juste pas rentrée à l'heure. Tara Calico avait disparu. Ça, c'est le début de l'enquête. Alors commençons par ce qu'on sait. Tara a été vue pour la dernière fois à 11h45. Sa mère est allée la chercher à 12h05. Donc, elle a disparu entre ces 2 moments, en l'espace de 20 minutes, et sans témoignage. La police n'avait pas grand-chose pour avancer. Jusqu'au lendemain, où la mère de Tara a trouvé la cassette du Walkman de Tara. Elle l'a trouvée à quelques kilomètres de chez eux, mais dans la direction opposée que celle que Tara aurait prise. Donc soit Tara a décidé de faire demi-tour, soit quelqu'un l'a forcée, depuis l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, pour revenir en arrière. Et quand la police est arrivée, ils ont eu un sentiment de comme s'il y avait eu une petite bagarre. Car ils ont trouvé des traces de pneus dans la boue sur le bord de la route où Tara roulait. Et d'après son beau-père, ça avait l'air d'avoir été estompé, comme si elle avait été traînée hors de la route.
peut-être vers l'arrière d'un pick-up blanc qui la suivait. Du coup, la police décide d'élargir leur zone de recherche pour voir s'ils peuvent trouver d'autres éléments de preuve. Et c'est là qu'ils tombent sur un dernier élément de preuve. Des morceaux brisés de cassettes du Walkman de Tara. Celui qu'elle écoutait quand elle faisait du vélo. Ils n'ont pas trouvé ces trucs sur son trajet habituel. Eh bien, c'est là qu'ils ont trouvé ces preuves. Au camp JFK, vraiment paumé, au beau milieu de nulle part. Ils se demandent comment ça s'est retrouvé là. La mère de Tara a émis l'hypothèse qu'elle essayait peut-être de sortir du sentier pour indiquer où elle se trouvait aux policiers. Ils ont pris cette information, mais quand ils sont arrivés pour fouiller les alentours, ils n'ont pas trouvé de corps. Pendant des mois, toutes les preuves, ils n'ont pas trouvé de nouvelles preuves. Du moins, pas au Nouveau-Mexique. Le 15 juin 1989, à Port St. Joe, en Floride, presque 10 mois après la disparition de Tara, à plus de 2414 km. C'est là qu'une preuve majeure sera découverte. Une femme conduit sur la route 98, puis elle s'arrête dans le parking d'un magasin Junior Food. Elle se stationne à côté d'une camionnette blanche sans fenêtre. Elle entre faire des courses et quelques minutes plus tard, elle revient. La camionnette a disparu, mais il y a quelque chose à la place où elle était garée. De loin, ça ressemble à un reçu, une serviette en papier ou juste un bout de papier quelconque. Mais en s'en rapprochant, elle se rend compte que c'est le dos d'une photo Polaroid. Elle se penche, la ramasse et la retourne. On y voit une jeune fille et un garçon encore plus petits allongés sur un tas de draps sales et des coussins à l'arrière de ce qui ressemble à être une camionnette blanche sans fenêtre, les mains ligotées dans le dos, la bouche scotchée, les yeux remplis de peur en regardant la caméra, terrifié par celui qui prend la photo. On a donc une photo qui montre 2 enfants, sûrement des victimes, retrouvés au même endroit exact que cette camionnette blanche sans fenêtre. C'est super inquiétant et c'est même très bizarre. La femme qui a trouvé la photo était visiblement bouleversée, mais elle a quand même réussi à prévenir la police et elle leur a expliqué exactement ce qui s'était passé. Lorsqu'elle a découvert ça, la police a bouclé le secteur, espérant empêcher la camionnette blanche sans fenêtre de partir. Mais c'était déjà trop tard. La camionnette, le conducteur et les potentielles victimes à l'arrière, ils avaient disparu. 2 mois plus tard, la photo Polaroid est passée dans une émission de télé appelée Current Affair. C'était la première fois que Patty, la mère de Tara, voyait cette photo. En regardant cette image, cette jeune fille ligotée et bâillonnée à l'arrière d'une camionnette, une seule question lui est venue à l'esprit. Est-ce que c'est Tara? J'ai l'impression que je la regarde depuis toujours. J'ai passé genre 2 heures d'affilée à regarder cette photo pour essayer de savoir si c'était vraiment elle sur le Polaroid. Franchement, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu tout sens de critique parce que je fixe cette image depuis tellement longtemps. Enfin, à part le fait que la photo soit vraiment bizarre et qu'elle me glace le sang, c'est très probable que ça soit elle. Donc, ça voudrait dire qu'elle aurait été en captivité pendant combien de temps? Genre 1 an? Parce que c'est à peu près 1 an après sa disparition, non? Ok, maintenant sa mère, elle était sûre que c'était elle. Et elle a donné plusieurs raisons, genre la première. Mais d'après la mère, dans l'original du Polaroid, il y a genre une cicatrice sur son mollet qui correspond à une cicatrice que Tara avait quand elle a eu un accident de voiture. Et puis l'autre truc qu'elle a mentionné, c'est ce livre qui est posé là. Il s'appelle My Sweet Angelina de V.C. Andrews. Et apparemment, V.C. Andrews était une des auteurs préférées de Tara. Alors elle s'est dit que peut-être que le kidnappeur avait été aussi sympathique pour lui laisser un petit luxe. Et ce luxe qu'elle a choisi, c'était le livre. Mais à part la forme générale du visage et les yeux, il n'y a pas vraiment de preuve que c'est elle. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je pense que c'est elle. Franchement, c'est super dur à dire. Je pense que ce qui passe souvent inaperçu, c'est qu'il y a aussi une autre personne sur cette photo. Et son histoire est en fait assez intéressante aussi.
Michael Henley, 9 ans, un garçon qui a disparu juste quelques mois avant Tara. Il a été vu pour la dernière fois dans la forêt nationale de Cibola, à seulement 80 km de l'endroit où Tara a disparu. Donc on est le 21 avril 1988 et Michael Henley, son père et un ami de famille, se rendent à un parc national pour un camping. Quand ils arrivent au camping, les deux adultes ont commencé à se préparer pour aller chasser des dindons sauvages. Mais au bout de seulement 20 minutes, Michael a disparu. Le père de Michael a signalé sa disparition presque tout de suite. Et les enquêteurs ont supposé que Michael s'était juste éloigné dans les bois et qu'il s'était perdu en revenant au campement. Mais leur recherche s'est arrêtée net presque immédiatement quand une tempête en haute altitude a déversé de la neige sur toute la région. Quand ils ont pu reprendre les recherches, la police a été rejointe par des membres de la garde nationale. Et plus de 400 bénévoles locaux ont fouillé chaque centimètre des 10 km de périmètre établis par la police. Mais après une semaine, ils n'ont rien trouvé. On avait un jeune garçon qui avait disparu de son camping, probablement pris dans une grosse tempête de neige. Mais s'ils n'ont pas retrouvé le corps, ça a poussé la plupart des gens à penser que Michael était mort quelque part d'hypothermie. Mais ensuite, le Polaroid est apparu. Le garçon sur cette photo ressemble beaucoup à Michael Henley. Du moins, c'est ce que le shérif du comté de Cibola pensait. Il a regardé exactement la même émission que la mère de Tara, alors il l'a enregistrée sur une VHS. Et il l'a emmenée chez les parents de Michael Henley. Et après avoir vu la photo, ils n'ont eu qu'une seule chose à dire, c'est Michael. Pourquoi c'est important? Parce que Tara et Michael ont disparu à peu près dans la même zone et à la même période. Donc si quelqu'un les avait enlevés tous les deux, ça aurait du sens. Ça aurait du sens qu'ils soient ensemble. Et donc qu'ils soient les deux personnes sur cette photo de Polaroid. Mais pour leurs parents, c'était plus que ça. Ce Polaroid, c'était un symbole d'espoir. Pas juste parce que ça voulait dire que leur enfant était vivant quelque part, mais surtout parce que ça voulait dire qu'ils n'étaient pas seuls. Oui, les enfants étaient clairement en danger. Ils étaient ligotés et scotchés à l'arrière d'une camionnette. Mais ils étaient ensemble. Ils se tenaient les uns les autres. On pouvait en dire autant pour la famille de Tara et celle de Michael. J'imagine même pas à quel point c'est insolent de voir un enfant disparaître. Alors enfin, pouvoir parler à quelqu'un, ça change tout. Qui comprend la douleur, la souffrance et le chagrin que tu traverses. Ce sentiment doit te libérer, t'apaiser. Mais la famille de Tara et celle de Michael ont fini par s'unir. Ils ont distribué des flyers de personnes disparues. On voyageait à travers tout le Nouveau-Mexique. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire connaître la disparition de leurs enfants. Et tout leur effort semblait porter leurs fruits. L'histoire des deux enfants disparus de la photo du Polaroid de Tara Calico s'était répandue dans tout le pays. Et les témoignages de personnes ayant vu Michael Henley ont commencé à affluer. De tout le sud, on aurait dit que c'est celui qui les retenait captifs faisait tout pour se déplacer et éviter la police. À chaque nouvelle apparition, les deux familles retrouvaient un peu d'espoir. Après tout, n'importe laquelle de ces pistes pouvait ramener leur enfant à la maison. Mais en juin 1990, l'affaire a basculé. Michael Henley a été retrouvé mort. C'est ce que disent les gros titres. Au Nouveau-Mexique, ils ont retrouvé son corps à environ 10 à 12 km du campement, là où il avait disparu. Donc en gros, il y avait zéro chance que ce soit le garçon sur la photo du Polaroid. Pour sa famille, ça a été un coup dur. Ils avaient passé les 6-7 derniers mois à se dire qu'ils avaient peut-être une chance qu'il soit vivant. Et là, ils apprennent que cette chance est nulle. Et vous savez, il n'y a pas plus dur que de perdre son enfant. J'imagine même pas à quel point c'est horrible. Mais en même temps, ça leur a permis d'avoir une forme de conclusion. Vous voyez, ils ont pu au moins faire des funérailles dignes pour leur fils. Mais on peut pas en dire autant pour la famille de Tara. Je veux dire, ils cherchent toujours leur fille. Ils espèrent que c'était elle, la fille sur la photo Polaroid. Ils croyaient que tous ces témoignages dans le sud, c'était vraiment elle. Et qu'il y avait peut-être une chance qu'un jour, elle rentre à la maison. Mais moi, quand j'ai suivi cette histoire, j'étais juste rempli de doutes. À ce moment-là, je me posais juste la question, est-ce que
Est-ce qu'on a déjà su ce qui est vraiment arrivé à Tara? La maman de Tara, Patty, n'a jamais perdu espoir que sa fille revienne un jour à la maison. Mais malheureusement, elle est décédée en 2006, sans jamais savoir ce qui est réellement arrivé à sa fille. Quand elle est morte, beaucoup pensent que l'enquête allait s'arrêter là, parce que Patty, c'était un peu celle qui menait la recherche, celle qui n'abandonnait jamais. Mais de nouvelles preuves allaient bientôt apparaître, une confession, quelque chose qui allait complètement changer le cours de l'enquête. Mais avant d'y aller, un petit récap. On a une fille de 19 ans, Tara, qui a disparu alors qu'elle faisait du vélo. Et la dernière fois qu'on l'a vue, c'était environ 3 km de chez elle, suivie par une camionnette blanche. Et ça nous amène à une révélation choc d'une personne qui sait des choses, qui connaît l'affaire de Tara, mieux que personne. Le shérif René Rivera. René Rivera faisait partie du bureau du shérif du comté de Valencia, la principale agence chargé d'enquêter sur l'affaire de Tara. Il a rejoint la police en 1989 et a complètement pris en main l'affaire de Tara en 1996. Pendant son temps au service, il a examiné des centaines et des centaines de pistes, tous apparemment sans résultat, jusqu'à 20 ans après la disparition de Tara. On est en septembre 2008 et René Rivera, maintenant shérif du comté de Valencia, il est en train de passer une interview avec le bulletin d'info local. À propos du 20e anniversaire de la disparition de Tara, il faut garder en tête qu'il n'y a pas eu de grosses avancées dans cette affaire depuis la photo Polaroid qui est sortie en 1989. Donc personne ne s'attendait à un scoop pendant cette interview, mais ils se sont plantés. For starters, I think that Tara is dead. I don't think she's the girl in the photo. It does resemble her quite a bit, I'll give you that, but I just don't think it's her. Because based on what I've been told, I believe that Tara was killed by a couple teenagers the day she disappeared. Yeah, they were following her in the truck, they accidentally hit her, and instead of calling the cops, they took her body, killed her, hid her somewhere in the area, I don't know where. And I think there are people that know what happened, but they helped cover it up. Now, I want to say, we do have a case put together, but we want to make sure that this case is concrete to where we'll be able to effectively do our jobs. We're just waiting on a little bit more physical evidence, her bicycle, her clothing, Tara herself, any of that. But yeah, I think I know who killed Tara Calico, but I can't say. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que René pense que Tara est morte. Il croit savoir qui l'a tuée et même qui a aidé à cacher le crime. Le seul problème, c'est qu'il ne peut rien dire de plus parce qu'ils n'ont pas assez de preuves. Évidemment, ça laisse pas mal de trous dans l'enquête et l'histoire s'arrête juste au moment où ça fait presque plus de mal que de bien. En fait, le beau-père de Tara a entendu parler de ça et il a dit aux journalistes que le shérif Rivera aurait mieux fait de fermer sa gueule, à moins que son service soit prêt à faire une arrestation, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'avait pas de preuves. Donc à moins que quelqu'un veuille combler les trous et que l'histoire du shérif Rivera leur apporte des preuves concrètes de ce qui est arrivé à Tara ce jour-là. On avait l'impression que l'affaire était au point mort. Frank Metola, un ancien adjoint du shérif du comté de Valencia. En 2013, il s'est manifesté en disant qu'il pouvait combler les trous dans l'histoire de René Rivera. Voilà ce qu'il dit. C'est en 2006 que l'adjoint Metola est envoyé pour interviewer un homme qu'on appellera Mr. Brown. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'infos sur Mr. Brown, mais il faut juste retenir deux choses. Premièrement, cette interview a été donnée sur son lit de mort. Il avait des trucs à dire. Finalement, il est mort quelques mois plus tard. Deuxièmement, Mr. Brown savait ce qui est vraiment arrivé à Tara Calico. Tout ce que je vais vous raconter se passe juste après la disparition de Tara, donc en 1988. Mr. Brown habite pas loin d'un gars nommé Lawrence Romeo Jr. Lawrence vit dans une caravane, mais il a bricolé un sous-sol, où lui et ses amis aiment boire et fumer. Un jour, Lawrence invite Mr. Brown à venir traîner avec lui et quelques-uns de ses amis allaient se faire des margaritas, griller des fajitas, juste se poser tranquille au sous-sol.
Mr. Brown trouvait que ça sonnait comme une bonne soirée, alors il a accepté. Plus tard dans la journée, il est arrivé au mobil-home de Lawrence et est descendu au sous-sol, où tout le monde traînait déjà. Mais dès qu'il a mis un pied dans le sous-sol, il a senti un truc bizarre, comme une mauvaise vibe dans la pièce. Puis il a baissé les yeux et à seulement quelques mètres de là, où il se tenait, il a vu une bâche bleue qui couvrait ce qui ressemblait à une tombe peu profonde. Il était horrifié et demanda à tout le monde dans la pièce c'est quoi le truc sous la bâche bleue? Et il dit rien. Il y a un silence. Tous fixaient Mr. Brown. Aucun ne voulait parler. Trop peur. Jusqu'à ce que Lawrence dise c'est Tara Calico. Alors, pause une seconde. Ce que je vais vous raconter va combler tous les trous dans l'histoire de René Rivera. Lawrence expliqua en détail ce qui s'était passé le jour où Tara avait disparu. Lui et quelques-uns de ses amis se baladaient en voiture avec un pick-up qui suivait Tara pendant qu'elle faisait son trajet habituel à vélo, à quelques kilomètres de chez elle. Ils l'ont renversée avec la voiture, l'ont mise avec son vélo à l'arrière du pick-up, ils l'ont baladée, elle était toute perdue, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un coin paumé où ils l'ont agressée. Mais Tara, elle ne s'est pas laissée faire, pas du tout. Elle a menacé tous les gars en leur disant qu'elle allait aller à la police et faire arrêter chacun d'eux. Alors Lawrence a paniqué et il a regardé autour de lui, a attrapé un couteau et a poignardé Tara jusqu'à ce qu'elle soit morte. D'accord, donc on a Lawrence et ses amis dans un pick-up et ça colle avec les témoignages du jour où Tara a disparu. En plus, ils disent qu'ils avaient peur de se faire attraper, donc ils l'ont tué. Ça correspond à ce que René Rivera a raconté, même s'il a zappé de dire qu'elle avait été agressée. Donc la question, c'est pourquoi Lawrence Romeo Jr. n'a jamais été enquêté. Il y a plusieurs raisons. D'abord, Lawrence s'est suicidé en 1991, bien avant que Mr. Brown rende l'âme et fasse ses confessions. Qui sait, peut-être qu'il a été submergé par la culpabilité à cause de ce qu'il a fait. Numéro 2, Frank Metola, le shérif adjoint qui a interrogé Mr. Brown, il a rédigé un rapport sur les entretiens. Mais l'enregistrement audio qui allait avec a mystérieusement disparu au cours de route et n'a jamais été versé aux preuves. Bon, ça paraît clairement bizarre tout ça, mais ça m'amène direct à mon troisième point. Lawrence Romeo Jr. n'est pas juste un gars qui habitait à côté de la rue de Mr. Brown. Lauren Romeo Jr. C'était le fils. Lawrence Romeo Sr., plus connu dans le comté de Valencia sous le nom du shérif Lawrence Romeo. Ouais, c'est un sacré scoop. Le shérif Lawrence Romeo, c'était lui qui s'occupait de l'affaire de Tara quand elle a disparu en 1988. Et maintenant, on découvre que le gars accusé de l'avoir tué, c'était son fils. Du coup, quand René disait qu'il avait une dissimulation, je pensais juste que c'était un parent qui protégeait son enfant. Mais non, c'était carrément un shérif qui couvrait son fils, peut-être même en détruisant des preuves. Franchement, quand j'ai commencé à creuser cette histoire, je me suis dit, là c'est sûr, c'est la fin. On avait assez d'infos pour ramasser des preuves supplémentaires et enfin obtenir une condamnation. Mais ça n'a pas suffi. La déposition de Mr. Brown, interview du député, tout ce que René Rivera a dit à la presse, rien n'était assez. Il n'avait tout simplement pas les preuves. Donc à ce jour, cette affaire reste non résolue. Son corps n'a jamais été retrouvé et son meurtrier n'a jamais été jugé. Hello, everyone, and thank you for joining us today for this very important announcement regarding the ongoing investigation into the 1988 disappearance of Tara Calico. We're here today to talk about the progress of the Tara Calico case. With very little resources, law enforcement has never given up on finding out what happened to Tara Calico. I personally was not sure I would ever see the day of a significant breakthrough, but here we are today as I stand before you and confident of the findings in this case. At this time, law enforcement believes there is sufficient evidence to submit this investigation to the District Attorney's Office for review of potential charges.
Currently, the identities and specifics of the persons of interest are sealed by the court and will remain so until a court order otherwises. In the coming months, the Valencia County Sheriff's Office looks forward to working with prosecutors to obtain justice for Tara and her family. En juin 2023, le shérif a déclaré qu'il y avait suffisamment de preuves dans la disparition de Tara Calico pour les transmettre au procureur, des accusations potentielles. Donc c'était vraiment énorme. Je veux dire, on va peut-être enfin pouvoir voir un peu de justice dans cette affaire. Par contre, il me reste quelques questions. Est-ce que certaines des personnes que Mr. Brown accuse sont vraiment impliquées, comme le shérif et son fils, pour cacher toute cette histoire? Est-ce que c'est possible que ce soit la fille sur le Polaroid? Franchement, je sais pas. J'ai l'impression que ça pourrait soit confirmer ça, soit complètement écarter cette hypothèse. Bref, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Mais en attendant, vous tous dans le jury, vous pouvez décider par vous-même ce que vous en pensez. 36 ans plus tard, le mystère reste entier. Tara Calico n'a jamais été retrouvée. Et les questions demeurent. Que s'est-il réellement passé ce matin de septembre 1988? Une disparition, une photo troublante et un silence qui, encore aujourd'hui, en dit long. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous venez d'écouter un épisode de Cursed. Je m'appelle Jacob. À bientôt.